Chers collègues, donc nous accueillons aujourd'hui Madame Marie-Vic Ozouf-Marinier, que je suis ravi d'accueillir, géographe, directrice d'études à l'École des hautes études des sciences sociales, que je remercie de s'être rendu disponible pour nous cet après-midi. D'abord, je vous prie d'excuser notre président Gilbert-Luc de Vinaz, empêché d'assister à cette audition. Je crois qu'il est hors de France. J'ai l'honneur de le remplacer en tant que vice-président de cette mission d'information. Le thème de cette audition concerne la place des services publics dans les cahiers de doléances qui ont été ouverts dans les mairies entre décembre 2018 et mars 2019. Il s'agissait de donner la parole aux habitants de nos territoires dans le contexte de la crise dite des Gilets jaunes. Or, parmi les sujets abordés par nos concitoyens, qui se sont ainsi adressés aux plus hautes autorités de l'État, l'accès aux services publics, plus particulièrement dans les communes rurales, a été régulièrement cité. C'est tout l'intérêt de l'audition d'aujourd'hui, a fortiori si l'on considère que dans son discours de politique générale le 14 janvier dernier, le Premier ministre a mentionné la réouverture de ces cahiers. Je rappelle que cette réunion donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo, accessible en direct sur le site du Sénat, pourra être consulté par la suite en VOD. Je précise également à l'attention de Madame Ozouf-Marinier que nos travaux ont commencé il y a un mois et que le rapport de la mission devrait être rendu public en septembre prochain. Aux auditions conduites au Sénat depuis la fin du mois d'avril s'ajouteront prochainement des déplacements sur le terrain. Nous avons également procédé à une consultation des élus locaux sur le site du Sénat. Je crois qu'ils ont répondu en nombre, car la dimension territoriale de notre sujet est essentielle pour notre Assemblée des territoires. Je donne sans plus tarder la parole à Nadège Havet, rapporteure, puis après l'intervention de Madame Ozouf-Marinier, qui durera environ 20 minutes, si vous le voulez bien, nous aurons ensemble un temps d'échange. Alors, on est assez contraint aujourd'hui par l'horaire, puisqu'il y a les questions d'actualité au gouvernement, dont notre présence est obligatoire à 15 h. Voilà. Merci, Nadège, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame Ozouf-Marinier, d'être venue, effectivement, pardon, j'ai pas mis le micro, d'être venue nous parler de vos travaux. Je suis ravie que l'audition puisse avoir lieu. 2 ou 3 questions pour lancer vos propos liminaires, si vous voulez bien, et puis après, il y aura le temps d'échange des questions-réponses. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler comment les cahiers de doléances qui nous réunissent aujourd'hui ont été exploités? Dans quel cadre de recherche en fait universitaire, et les analyses conduites par les chercheurs ont-elles porté plus particulièrement sur des territoires ruraux ou ont-elles également concerné des territoires urbains? Que nous apprennent-ils ces cahiers, les besoins, les attentes à l'égard des services publics de proximité et des personnes qui se sont exprimées à cette occasion? Je vous remercie. D'emblée, je voudrais dire que les cahiers sont une source exceptionnelle pour comprendre les attentes et les plaintes des usagers par rapport aux services publics. Cette thématique compte parmi les plus fréquemment abordées dans les témoignages. Et donc, comme vous m'y invitez, je vais d'abord me présenter et vous dire pourquoi je me suis intéressée à ce fonds documentaire. Donc, je suis enseignante et chercheuse en sciences sociales, spécialisée en géographie. Et mes travaux ont porté sur l'aménagement du territoire dans une perspective qui a toujours cherché à observer comment s'articule l'action publique et les aspirations ou revendications des habitants et des acteurs locaux. Donc, autrefois, j'ai étudié les contenus géographiques des cahiers de doléances révolutionnaires de 1789, ainsi qu'un autre fonds d'archives passionnant, les pétitions relatives à la création des départements. Donc ces pétitions, elles sont rédigées par les villages et les villes pour demander que les découpages donc des nouvelles circonscriptions soient faits de telle ou telle manière. Et déjà, à ce moment-là, il était question de desserte administrative, d'accessibilité aux institutions urbaines, notamment à la justice et aux services administratifs. Donc,
C'est l'origine de mon intérêt pour les cahiers. Et puis plus précisément, en 2021, j'animais alors un séminaire sur les politiques publiques relatives aux espaces ruraux, lorsque j'ai été contactée par une de mes collègues mathématiciennes, qui est directrice de recherche au CNRS, Madame Sabine Plou, qui avait commencé à examiner les cahiers citoyens de 2019 pour en faire un traitement automatique de la langue, et elle collaborait elle-même avec des linguistes, et elle poursuit toujours activement cette recherche. En fait, elle voulait inclure la dimension territoriale, et c'est donc à moi qu'elle a fait appel pour cela. Et donc, je me suis alors plongée dans les cahiers. Alors, comment je voudrais organiser mon propos? Je voudrais bien que ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être. Pourquoi ça ne marche pas? Ça marchait tout à l'heure. Ça y est. Oui, oui, parfait. Oui, il faut tendre vers là-bas. Il faut tendre vers là-bas? D'accord. Voilà. Écoutez, vous me prêterez main forte si je le fais. Oui, oui. Là, vous avez éteint le... Ah, j'ai tout éteint. Oui. Voilà, on reste là pour le moment. Non, la précédente, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer par vous donner quelques éléments de cadrage, hein, c'est aussi ce que vous souhaitiez, sur les cahiers. Éléments que vous connaissez sans doute pour certains, mais leur rappel va me permettre de mettre en perspective la teneur des témoignages recueillis dans les cahiers. Dans un deuxième temps, j'aborderai le contenu même des doléances concernant les services publics. Et puis, je terminerai par un point de vue qui est personnel, hein, sur cette expression de l'opinion et sur les leçons qu'on peut en tirer. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques éléments de cadrage. Je voudrais d'abord vous donner des points de repère chronologiques. Donc, le 8 décembre 2018 est lancée l'opération Mairie ouverte, qui fait suite à l'expression du mouvement des Gilets jaunes depuis octobre. Cette initiative des maires ruraux et des petites villes invite les citoyens et citoyennes à exprimer leurs doléances et propositions dans des cahiers qui sont ouverts à leur disposition dans les mairies. À l'issue de la consultation, les cahiers devaient être scannés et réunis et donc envoyés au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale. Donc cela devait se faire en janvier. Alors vous voyez, c'est lancé en décembre, le terme est prévu en janvier. Et également communiqué au président de la République. Ce dernier reçoit l'association des maires ruraux de France le 14 janvier 2019 et dans la foulée, il lance le grand débat national. Donc les cahiers ont continué à être remplis jusqu'en avril 2019 et finalement, donc, à ce moment-là, on les a collectés, transmis aux archives départementales et aux archives nationales où ils ont été numérisés. Alors, en termes numériques, ce recueil d'opinion, ça repose sur les réponses d'environ 17 000 communes. Je vous donne ces chiffres à la louche, hein, ne les prenez pas, le corpus n'est pas encore totalement stabilisé. Donc 17 000 communes, 20 000 cahiers sont remplis. On dénombre 220 000 contributions et 500 000 pages environ. Vous voyez, c'est quelque chose de très volumineux, d'énorme, de très précieux. Donc, le corpus, je voudrais le décrire un peu, il est hétérogène. On a de véritables cahiers, hein, ce sont même souvent des cahiers d'écoliers. On a des lettres qui ont été envoyées par la poste, on a des messages électroniques qui ont été adressés aux mairies et qu'elles ont inclus dans le fond.
Et ces contributions sont très majoritairement individuelles. Ce sont des personnes seules qui donc écrivent. Une partie des contributions est anonyme et une autre partie indique les noms des signataires et parfois certains éléments de leur identité et de leur parcours biographique. Certaines contributions se répondent entre elles. Ça veut dire qu'une personne vient, voit ce que la personne d'avant a écrit et réagit. Certaines personnes sont venues plusieurs fois. Donc voilà, c'est un fond assez complexe. Ce qu'il faut dire, c'est que l'expression est très libre et spontanée, beaucoup plus libre et spontanée que celle qui a été recueillie sur la plateforme en ligne du grand débat national. Il s'agit évidemment d'une part volontariste de l'opinion, c'est celle qui prend la peine d'aller écrire ou d'envoyer donc une lettre, etc., et qui représente bien sûr une minorité. Le profil social des rédacteurs est évidemment très difficile à discerner pour les raisons que je viens de dire. Il y a une partie du fond qui est anonyme, mais on s'aperçoit qu'il est diversifié et on note qu'il englobe les catégories populaires, à la différence d'autres dispositifs participatifs. Une autre caractéristique, c'est qu'il y a une dominante de personnes d'âge moyen ou de seniors. Beaucoup moins de rédacteurs sont jeunes et cette caractéristique est surtout présente dans les campagnes. Alors, je voudrais insister sur la nature de ces écrits. C'est très important pour la chercheuse que je suis. Ces écrits, ils révèlent des perceptions, ils révèlent un ressenti des rédacteurs. On peut constater des convergences entre l'opinion des uns et des autres, mais dans tous les cas, ces témoignages appartiennent à la subjectivité et à l'individualité. Ça, c'est très, très important de le constater. Donc, on ne peut pas les considérer comme un reflet parfait de la réalité, d'une réalité qu'on pourrait décrire à l'aide de données plus objectives. Bon, je reviendrai là-dessus. Maintenant, quelles communes ont contribué? Eh bien, de premiers traitements cartographiques nous en donnent un aperçu. Alors, pour ça, je suis redevable donc à Madame Sabine Plou, donc directrice de recherche au CNRS, et à ses étudiants qui ont donc produit ces premiers traitements. Alors, la carte de gauche vous montre le nombre de contributions par commune. C'est vraiment à l'état brut. Donc, on constate une répartition dense, mais avec des espaces moins bien représentés. Par exemple, une zone dans la grande périphérie du bassin parisien, avec la Picardie, la Champagne, certains départements du Nord. Du Nord-Est, pardon, une partie de la région centre et de la Normandie, une partie du Massif central, les Alpes, les Pyrénées ariégeoises, la Corse. Bon, vous pourrez consulter ces cartes qui sont sur Internet et zoomer, si ça vous intéresse plus, de voir tel ou tel secteur. La carte de droite, elle nuance celle de gauche en rapportant le nombre des contributions à la population communale. Donc, ce n'est pas exactement la même image. Ce qu'on voit, c'est que la moitié sud du pays apparaît comme plus réactive que la moitié nord. C'est le rouge foncé. Vous voyez, c'est tous ces petits points qui sont donc plus nombreux au sud qu'au nord. Donc, ces résultats, ils restent à interpréter avec l'aide d'analyses plus localisées. Et je vous invite, avec la diapo suivante, à regarder donc la répartition, le pourcentage de communes qui ont rempli des cahiers par rapport au total des communes de chaque département. Ça confirme grosso modo ce que je vous ai montré précédemment, mais ça accentue les contrastes. Et ça invite à se poser beaucoup de questions. Quand on voit ça, on essaye de comprendre pourquoi telle ou telle chose, et il y a certainement des raisons d'ordre très diverses. Alors, j'en viens au contenu des cahiers. Qu'est-ce que nous disent ces cahiers sur les services publics?
La question de l'accès aux services publics est une de celles qui sont les plus représentées dans les cahiers. Et donc, les premiers traitements automatiques du corpus le font apparaître nettement. Alors, ces traitements informatiques, donc, encore une fois, je suis redevable à une équipe du CNRS qui maîtrise les outils informatiques assez complexes pour traiter tout le corpus. Hein. Nous avons là les moyens de traiter l'ensemble du corpus et nous faisons des appels par mots, par occurrence. Hein. Donc, on peut très bien voir apparaître, on a même fait des traitements avec des nuages de mots, et on voit apparaître voilà, des choses qui ont beaucoup d'occurrences dans les cahiers. Alors, les services dont il s'agit, moi, j'ai plutôt travaillé sur les archives elles-mêmes, les cahiers à l'état vraiment individuel. Et ce qui est frappant de constater, c'est que les rédacteurs, ils rassemblent dans un tout indifférencié les services publics à proprement parler et plus largement tous les équipements, qu'ils soient publics ou privés. Tout ce qu'on appelle les services de proximité. Donc, le commerce de proximité apparaît dans la même liste que le centre des impôts ou le bureau de poste ou l'école, etc., etc. Alors, je vous donne une liste qui n'est sans doute pas exhaustive, mais bon, évidemment, on voit très vite apparaître le bureau de poste, les trésoreries et services des impôts, l'école, et notamment le problème des fermetures de classes ou d'établissements, les centres de formation professionnelle, ça c'est important dans le monde rural, mais on voit apparaître aussi le cinéma, le centre culturel, la salle de sport, la gendarmerie, par exemple, on déplore qu'elle soit seulement ouverte certains jours ou à certains créneaux, le commissariat de police, les services hospitaliers, bon, la fermeture de certaines maternités, la réduction des services d'urgence, la fermeture de certains centres de soins intensifs. Plus généralement, toute l'offre de santé est mentionnée. Du point de vue judiciaire, la réforme de la carte judiciaire est aussi envisagée. La perte d'un tribunal d'instance, par exemple, c'est quelque chose qui est remarqué. Et puis, il y a tout le secteur des transports. Alors, la fermeture d'une gare, la fermeture d'une ligne secondaire. Voilà, un petit panorama de tout ce qui est mentionné. Et ce qui est toujours mentionné, c'est important de vous le dire, c'est que les rédacteurs déplorent que les guichets soient remplacés soit par des bornes automatiques, soit par des services en ligne. Ça, c'est vraiment le leitmotiv lié à cette question des services publics. Donc, toute l'argumentation tourne autour de la question, d'une part, de la rareté des services publics et d'autre part, de l'accès aux services publics. Donc la plainte, elle porte à la fois sur l'insuffisance du nombre des lieux d'offre de services et sur les difficultés d'accès. Donc on va associer ça à donc une situation d'éloignement, d'isolement. Et en ce qui concerne l'accès, on va mentionner aussi bien la distance kilométrique que la distance temps qui augmente et qui occasionne des coûts plus importants. La question de l'accès à la mobilité est bien entendu également posée. Donc les moyens de transport en commun sont jugés insuffisants. L'obligation d'être motorisé est dénoncé, ce qui implique un coût à la fois d'investissement et de dépenses énergétiques que tous ne peuvent pas se permettre. Donc, il y a une métaphore qui est utilisée pour donner une image de cette situation, c'est celle du désert. Le mot désert, on l'a donc fait ressortir avec le traitement, et il revient dans plus d'un tiers des contributions totales. Là, je vous parle des 20 000 cahiers. On évoque aussi le cas de certaines catégories de population, notamment les jeunes et les personnes âgées, et aussi les personnes précaires qui sont donc
confrontés à des difficultés plus grandes d'accès à la mobilité en l'absence de moyens de communication autres que la voiture individuelle. Deuxième ensemble de caractéristiques sur lesquelles je voudrais insister, la situation du présent est toujours comparée à celle du passé. C'est-à-dire qu'elle est, elle est lue comme un processus de dégradation. Et alors là, il y a toute une série également de mots. Le déclin, la disparition, l'abandon, les fermetures. Hein. Si, je n'ai pas encore fait sortir le mot fermeture, mais je pense que le nombre d'occurrences est très important. Et même on parle de désertification. Alors, si vous voulez, il y a l'image du désert pour une situation acquise, mais on montre que c'est un processus, ça se désertifie. C'est un processus qui est enclenché depuis un certain temps et qui s'aggrave. Donc c'est une évolution qui est jugée négative par rapport à une situation antérieure qui aurait été plus favorable. Alors, ces représentations, elles sont majoritairement, mais pas exclusivement, issues des communes de faible densité démographique, autrement dit du rural, et elles s'accompagnent d'un sentiment d'injustice, et d'injustice ressentie par rapport aux villes et aux métropoles, et notamment par rapport à Paris. Il y a beaucoup d'acrimonie contre Paris hein, dans ces cahiers. Paris qui est loin, Paris qui ne regarde pas les communes éloignées. Je cite un cahier de l'Indre, nous sommes souvent les oubliés des mesures législatives et des mesures gouvernementales. Voilà, c'est une impression répandue. Alors, un dernier aspect que je voudrais souligner, c'est le problème donc, de l'informatisation des services publics et de l'inégale couverture numérique du territoire. Il est sans cesse abordé sous la forme suivante. On observe que l'informatisation suppose une formation et une compétence que tous n'ont pas, d'où un sentiment d'exclusion et d'incapacité à faire face aux démarches. Et le remplacement de l'interlocuteur physique par l'écran génère une impression de déshumanisation, de solitude. A contrario, la présence physique des services publics dans les villes et les villages est vécue comme un vecteur de sociabilité qui donc disparaît avec cette informatisation. C'est un vecteur de sociabilité qui impacte les usagers, mais qui impacte aussi la vie des collectivités territoriales. Il y a moins d'animation dans ces collectivités territoriales. Alors, les enquêtes de satisfaction ont été faites sur la refonte du réseau de services publics, en particulier les maisons de services qui ont été implantées en France depuis un certain temps, depuis l'existence de France Service, mais auparavant également, elles sont plutôt bien perçues. Et le fait que plusieurs services soient regroupés au même endroit est jugé commode. C'est une facilité. Sauf que ce qu'on reproche à ces structures en voie d'institution, c'est qu'elles ne sont pas toujours permanentes. Par exemple, les bus sont itinérants, alors ils vont d'un endroit à l'autre, ils passent à un moment donné, mais ils ne sont pas toujours là. Et les créneaux d'ouverture des maisons donc de services publics restreignent l'accès à quelques plages horaires ou quelques jours. Donc, le sentiment que j'ai, c'est que ce qui est fortement réclamé, c'est une présence physique accrue, donc, qui peut être celle d'un conseiller, et un accompagnement renforcé par la fréquence, hein, par la permanence. Alors, la question de la couverture du réseau téléphonique et Internet, ça, les failles sont vraiment très, très fréquemment soulignées, mais aussi la question du coût pour un petit budget, de s'équiper
donc avec l'accès à l'opérateur de connexion, avec les équipements comme l'ordinateur et même les périphériques. Maintenant, sans imprimante, on est tout de suite gêné pour faire certaines démarches. Et il faut une imprimante qui sache scanner. Enfin, vous voyez, il y a un équipement de base qui est devenu nécessaire et que tous ne peuvent pas ni se procurer, ni apprendre facilement à utiliser. Alors, j'en viens à mon dernier point. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je serai là encore assez rapide. Je voudrais souligner 4 aspects. Le premier, c'est que ces cahiers de doléances révèlent une acuité des témoignages. Certains cahiers sont vraiment poignants, ils décrivent des situations personnelles qui sont vraiment aiguës. Et la plupart de ces cahiers me frappent par leur cohérence et leur argumentation. Ce ne sont pas des simples déclarations « je ne suis pas content » et point. C'est vraiment, souvent, il y a un raisonnement très intéressant qui est adjoint. Et donc, il mérite tout à fait d'être écouté, d'être même entendu. Et il est sûr que les pouvoirs publics doivent s'en saisir. Mais, encore une fois, je le répète, ne perdons pas de vue qu'il s'agit de témoignages et de témoignages qui n'ont pas de représentativité véritable. Ce ne sont pas les résultats d'un sondage, ce ne sont pas les résultats d'une enquête par échantillon. Nous avons affaire seulement à des doléances et comment les mesurer par rapport à l'ensemble de l'opinion et de la population. Cet écart entre le ressenti et la réalité, il appelle pour les chercheurs à un travail de comparaison entre le contenu des cahiers et les données tirées d'enquêtes systématiques, soit produites par les chercheurs, soit produites par les organismes publics. On peut prendre l'exemple de France Service qui conduit régulièrement des enquêtes de satisfaction et a aussi cartographié ces antennes et leur accès. Alors, ce sont les 2 diapositives suivantes qui sont les dernières. Bon, il existe cette carte des France Service. Celle-là est à la date de 2023. J'en ai pas trouvé de plus récente, mais je sais que le nombre des France Service continue à augmenter. La carte suivante mesure l'accès en temps à ces France Service et donc montre les inégalités d'accès avec les couleurs foncées, montre plus de difficultés d'accès, donc plus de temps de parcours pour rejoindre un France Service. Donc on voit qu'il y a des blancs à combler, il y a indiscutablement, qu'il faudrait sans doute densifier certaines zones. Mais parmi ces blancs, ce qui est frappant pour le géographe, c'est qu'il y en a qui correspondent aux lieux de revendication à l'égard des services publics et d'autres non. Donc, encore une fois, il faut beaucoup de prudence pour corréler les aspirations et l'état de l'accessibilité aux services. On ne peut pas prendre ce corpus sans le contextualiser, sans le comparer à d'autres résultats. Troisième remarque. Face à l'expression de doléances, évidemment, la question qui surgit toujours, c'est de savoir si les pouvoirs publics en ont tenu compte et ont orienté leur politique publique pour y répondre. En ce qui concerne les services publics, j'attire votre attention sur la chronologie. Les cahiers, c'est donc 2019, en gros, ils sont précédés dans le temps par des politiques publiques telles que les maisons de service au public, c'était l'ancien nom de France Service dans les années 2010, et même encore avant par les relais services publics depuis 2006. Alors, l'agenda rural et France Service sont mis en place en 2019, à peu près au même moment qu'on commence à regarder les cahiers, mais on peut dire que c'était déjà sur les rails. Donc, ces opérations étaient largement préparées
par des travaux antérieurs et par l'action des maires, des élus. Alors, on peut constater que le cahier des charges pour la labellisation France Service est devenu beaucoup plus exigeant à partir de 2019. Donc, il a peut-être été tenu compte de ce contenu des cahiers. Notamment dans le cadre de la loi 3DS, on a renforcé un certain nombre d'exigences. Ce que je dirais, c'est que, voilà, on est dans un processus où ce réseau de pôles de services publics se développe, mais il faut encore aller plus loin dans sa densification, si l'on écoute les cahiers, et dans les règles de son fonctionnement. Mais on peut dire aussi que les cahiers ont fait écho à une dynamique qui était déjà amorcée avant et qui a montré qu'elle montait en puissance. Et dernière remarque, pour moi, la leçon à tirer des cahiers est peut-être de méditer et d'agir sur le malaise et les difficultés engendrées par tout un ensemble de phénomènes. La transition écologique, la transition numérique, la transition démographique, le vieillissement est perçu dans les cahiers et la population qui part, les jeunes qui partent, c'est quelque chose qui est très observé. Également, la réduction des dépenses publiques. Ces transitions, elles représentent pour l'usager des évolutions difficiles à vivre. Pour des populations, en tout cas, qui sont plus éloignées des services que d'autres ou qui sont confrontées à un changement dans l'organisation des services. Du jour au lendemain, ne plus aller au bureau de poste, devoir faire les démarches sur Internet, aller plus loin pour consulter le spécialiste, tout cela nécessite une adaptation longue et parfois délicate, et cette adaptation doit vraiment être mieux accompagnée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'ai 2 ou 3 petites questions. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à la première. Vous avez évoqué la plateforme du grand débat. Est-ce qu'on a fait un comparatif entre les gens qui étaient venus en mairie écrire sur les cahiers de doléances et la typologie de public qui avait plutôt choisi en fait la version numérique? Est-ce qu'on a un comparatif de profil? Parce que est-ce que c'est les mêmes ou est-ce qu'ils sont fondamentalement différents? Oui. Je réponds tout de suite, Oui. ou vous voulez poser les autres questions? Moi, je peux répondre au fur et à mesure. Donc là, je vous répondrai avec 2 aspects. Le premier, c'est que, encore une fois, on ne sait pas trop qui a répondu, puisque les réponses sont en grande partie anonymes. Et donc, on ne peut pas décrire certains chercheurs qui travaillent sur des départements précis, des espaces plus petits, ont essayé de mieux cerner les contours sociologiques des répondants, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas découvrir sans avoir des indications. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que très nettement, on observe que le public qui a rempli les cahiers est quand même beaucoup plus diversifié que le public qui a répondu sur la plateforme. C'est-à-dire que les rédacteurs des cahiers peuvent être des gens d'origine très modeste, des gens, certains le disent, ils nous décrivent leur budget familial. Donc on voit qu'ils vivent avec très peu et ils ont pris quand même la peine de faire quelque chose qui n'est pas forcément facile, c'est-à-dire de se déplacer en mairie et d'écrire quelque chose, de rédiger quelque chose. Donc on voit que ça a ratissé, pardonnez-moi l'expression, plus large. Les cahiers ont ratissé plus large que la plateforme numérique. Question. Et après, je vous laisse. Et vous décrivez en fait beaucoup d'inchroménie vis-à-vis de Paris et donc de l'administration centrale. Oui. Est-ce qu'il y a également des choses vis-à-vis des élus locaux ou vis-à-vis des échelons en fait différents, que ce soit la région ou autre, ou alors tout est, ou la grande majorité
majorité est focalisée sur Paris et l'administration centrale. Alors, il y a là aussi des oppositions nettes. Le maire est quelqu'un de globalement très apprécié. On reconnaît ses mérites. C'est souvent, on trouve souvent, le maire fait ce qu'il peut, mais bon, il ne peut pas tout faire. Ça, les maires sont vraiment respectés et admirés. À l'autre bout, je vous le dis quand même, mais les sénateurs et les députés et les membres du gouvernement sont détestés. Ils ont prétendument des avantages, bon, qui ne sont pas forcément indiqués précisément, mais vraiment, tout en haut, les critiques sont maximales. Entre les deux, c'est plus compliqué. Les gens identifient moins bien les personnes, mais quand même, ils parlent du département ou de la préfecture. Donc, ça, on identifie à peu près, mais on ne sait pas trop bien qui est responsable de quoi, qui fait quoi. Donc, je pense que c'est très variable, si vous voulez. Je pense que les gens ont bien conscience, par exemple, que c'est le département qui attribue beaucoup d'aide sociale. Donc, bon, voilà, c'est le service de l'aide à la perte d'autonomie, le service du RSA, etc. Ça, ils sont identifiés. D'autres choses, beaucoup moins. Qui s'occupe des transports, on ne sait pas trop. Idem pour la région. Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai trouvé souvent dénoncé, c'est l'intercommunalité. C'est très mal perçu par les cahiers. Moi, je veux bien d'abord vous remercier parce que je trouve que c'est très intéressant pour nous d'avoir ce retour sur ces cahiers de doléances. Alors, cahiers de doléances qui apportent certainement une mine d'informations qui me paraissent avoir un biais important, qui est qu'on était dans un état éruptif extrêmement fort, voire presque pré-révolutionnaire, et que probablement ça a amplifié un certain nombre de critiques et caricaturé peut-être un certain nombre de critiques. Et puis peut-être il y a aussi un paradoxe, c'est que de ces cahiers, si je comprends bien ce que vous me dites, ressort essentiellement un sentiment d'abandon. Et finalement, on n'a rien fait de ces cahiers pendant des années, ce qui amplifie probablement, j'imagine, encore plus le sentiment d'abandon aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions entre 2019 et 2025. Ce serait intéressant d'avoir un nouveau retour sur cette appréciation de nos concitoyens sur l'ensemble des sujets qu'ils ont évoqués et sur les services publics notamment. Moi, j'avais deux questions sur notamment l'idée d'abandon. Est-ce que, au regard des études que vous avez effectuées, comment analysez-vous ce sentiment? Est-ce qu'il vous paraît justifié ou pas? Moi, je vais vous dire mon sentiment en tant qu'élu d'un territoire à la fois urbain et rural. Quand je suis élu du département du Loiret, ce n'est pas le même département quand je suis à Orléans et quand je suis à 80 km d'Orléans. Les gens vivent différemment, s'habillent différemment, se déplacent différemment, leur vie est différente et on a l'impression, pour caricaturer là pour le coup complètement, qu'on est 30 ans en arrière à 80 km de la métropole sur beaucoup de choses. Tu diras, Marie-Pierre, si c'est le même sentiment dans le Cher, mais je pense que c'est assez partagé entre l'urbain et le rural. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est surtout des cahiers de doléances qui ont été recueillis en milieu rural, qui ont été... Voilà. Et alors, je voulais avoir votre sentiment sur ça, sur l'abandon des territoires. Et puis, à travers de votre expérience internationale et des études que vous avez effectuées, est-ce qu'il y a des modèles étrangers dont on peut s'inspirer? Je crois que notamment le Canada et les pays scandinaves valorisent la co-construction d'un certain nombre de politiques publiques. Est-ce qu'on peut s'en inspirer en France? Et voilà mes questions essentielles. Alors, merci pour toutes ces questions. D'abord, je reviens sur la situation éruptive
qui faisait suite au mouvement des Gilets jaunes. Pour simplement vous signaler que là, il y a une étude qui a été faite par un ou une de mes collègues, je ne sais plus qui est l'auteur, qui a comparé les auteurs des cahiers de doléances et les membres du mouvement des Gilets jaunes. Alors, je ne sais pas exactement quelle méthodologie a été suivie, mais bon, quand même quelque chose le plus rigoureux possible. Et ce ne sont pas les mêmes. Les Gilets jaunes ont organisé leur propre recueil de cahiers. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez séparé entre les deux processus, si ce n'est qu'on sent bien l'écho de ce mouvement dans les cahiers de doléances. Mais d'une manière générale, quand il y est fait référence, les gens prennent leur distance en disant que ce mouvement est violent et qu'ils ne veulent pas qu'on les assimile aux membres des Gilets jaunes. Alors, le recul avec le temps qui passe sur les cahiers, oui, je pense que c'est très important de retourner au cahier avec un petit peu de recul, ne serait-ce que parce qu'il y a eu cette dynamique donc, de création de nouveaux pôles de services publics. Ça, c'est une première chose, mais aussi parce que ce sentiment d'abandon, je vais y revenir après, il nourrit l'abstention, il nourrit... on considère que le politique ne fait rien pour soi et donc c'est pas la peine de s'impliquer dans la vie citoyenne, etc. Donc là, on va avoir les élections municipales qui approchent. Je pense qu'il faut donner des signes absolument que non, ces cahiers ont été importants et qu'on les prend en considération. Alors, sur l'abandon, moi, l'abandon, ça me laisse sceptique. Ça me laisse vraiment sceptique. Je trouve que c'est très, 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 très irrégulier. Quand je disais que ces cahiers sont à prendre avec précaution parce qu'ils n'expriment que des doléances, j'ai l'impression que c'est quand même pas universellement partagé, ce sentiment d'abandon. Il y a vraiment des habitants, même de campagnes et de communes de faible densité, qui ne s'estiment pas abandonnés. Maintenant, reste à mieux les caractériser, sans doute que quand on a effectivement un certain niveau de vie, une voiture, une connaissance et une facilité de maîtriser les outils informatiques, on ne s'estime pas abandonné. En revanche, si on est une petite grand-mère qui n'a jamais pu se servir de ça, qui renonce à se servir d'une automobile et qui ne voit pas beaucoup sa famille, ça devient dramatique. Donc voilà, je suis sceptique parce que, voilà, comme je l'ai dit, ce fonds, on peut en faire un certain nombre de traitements, mais on ne peut pas en mesurer la représentativité. Et donc, on se dit toujours qu'on aurait interrogé d'autres catégories, on aurait une vision différente. Et dernier point, vous me direz si j'en ai oublié, le processus participatif. Je pense déjà qu'il est quand même maintenant de plus en plus souvent introduit. J'ai des étudiants qui travaillent sur les plans de développement des mobilités, des déplacements, et donc dans lequel la loi impose que soit associé un processus participatif. Et là, c'est très inégal aussi. Il y a des communes où les gens participent beaucoup.
reste à savoir qui participe, c'est toujours le même problème. Ce sont un peu toujours les mêmes qui participent. Et peut-être tous les profils ne sont pas participants. Et puis, il y a des communes qui sont un peu atones, où rien ne se passe. Là, on a aussi, je ne vous ai pas montré cette cartographie, mais on a une cartographie des lieux où les cahiers ont été ouverts et où personne n'est venu écrire dedans. Donc voilà, il y a des traditions, je pense, de vie civique qui sont plus ou moins actives, développées dans certains lieux. Il y a le rôle du maire et des élus pour encourager ce mouvement. Il y a une multitude de facteurs. Mais c'est vrai que quand on peut recueillir des propositions, c'est beaucoup plus intéressant. Je vois dans ces cahiers, certains sont vraiment doléances. C'est tout, on proteste. Et d'autres, il y en a même qui visuellement sont intéressants. La personne partage la feuille de papier en deux et fait d'un côté les doléances et de l'autre côté les propositions, en les mettant en relation. Ça, c'est des cahiers absolument passionnants, parce qu'on voit qu'il y a comment dirais-je, il y a des ressources, il y a une imagination, il y a une créativité qui peut venir des habitants et qui est bonne à prendre en considération. Ils ont des très bonnes idées, hein, souvent. Donc, voilà. Une expertise d'usage, peut-être. Oui. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure, je caricaturais un peu entre l'urbain et le rural. Il y a aussi des choses qui sont, évidemment, je parlais des déplacements, de l'accès aux soins, etc. Il y a aussi des choses qui sont plus favorables au milieu rural qu'en milieu urbain. L'une de vous deux, Marie-Pierre Richer. Merci Madame pour votre présentation et vos propos. J'ai noté qu'il y avait eu 500 000 pages. Oui. Elles ont toutes été expertisées, ces 500 000 pages. Quand on parle des cahiers de doléances, est-ce que là, vous sortez, comme vous l'avez dit, vous ressortez les mots les plus importants? Oui. Est-ce qu'elles ont toutes été expertisées? Est-ce que l'on a noté une progression entre le début des contributions et la fin des contributions? Est-ce qu'il y avait une progression dans le nombre et une progression dans les sujets qui étaient abordés, tout au moins une évolution sur les sujets qui étaient abordés? On voit que la parole s'est libérée pour certaines personnes, puisque vous avez parlé aussi d'isolement. Oui. Donc peut-être que ça a permis une forme d'agora écrite. Est-ce que vous pensez que ce serait utile de renouveler ces opérations? Alors je ne dis pas tous les ans forcément, mais tous les 5 ans, tous les 10 ans. Je vois, c'était en 2019, ensuite il y a eu la crise Covid, et on sait très bien qu'après la crise Covid, il y a un problème majeur de santé mentale notamment. Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent de poursuivre? Est-ce que c'est sous cette forme ou sous une autre forme? Alors vous avez aussi précisé que beaucoup étaient anonymisés. Du coup, on ne sait pas s'il y a une majorité de femmes, une majorité d'hommes qui ont répondu, parce que les problématiques ne sont certainement pas les mêmes. Voilà, je m'arrête sur ces questions. Oui, merci. Tout à fait. Alors, je ne suis pas sûre de vraiment comprendre. Quand vous me posez la question de l'expertise, vous pensez à quel type d'expertise? Est-ce que toutes les lettres ont été lues? C'est 500 000 lettres. C'est ma question, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, voilà les cahiers de doléances. Et moi, j'ai écrit 500 000 pages. Donc, pour avoir quelque chose d'assez exhaustif, même si c'est compliqué, ma question, c'était, est-ce que ces 500 000 pages ont été lues? Est-ce qu'il y a eu une expertise sur la totalité des contributions? Alors, il y a des choses qui méritent d'être dites. C'est que le processus de transmission de ces cahiers ou fiches, ou vraiment, puisqu'il y avait des choses isolées, il a été très bien respecté par les mairies et les archives, sauf que la numérisation a été faite très rapidement par des entreprises spécialisées, mais on voit dans le résultat qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Ça a été fait vite, et bon,
on s'y retrouve pas bien, et je pense que bon, il y aurait pu y avoir plus de vérification. Voilà, bon, ça c'est une première chose. Mais après, effectivement, un tel volume, personne n'a encore réussi le tour de force de tout lire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des équipes de chercheurs d'une part et d'archivistes d'autre part qui se lancent dans donc l'expertise d'un ou plusieurs départements. Et donc, par exemple, en Charente-Maritime, il y a une archiviste qui transcrit tous les cahiers petit à petit. Et donc, voilà, elle est très, très au point sur, justement, la remise bien en ordre du fond de la Charente-Maritime. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la Gironde, sur la Creuse, sur la Somme, sur la Franche-Comté, j'en oublie, j'avais peut-être fait une petite liste. Il y en a une qui est lancée sur la Gironde. Oui, non, Creuse, Gironde, Somme, Franche-Comté. Donc, oui, il y a l'Orne et l'Aveyron aussi. Donc, c'est bon, peut-être il y en a qui ne sont pas venus à ma connaissance, mais là, je vous parle des travaux qui ont démarré le plus tôt, hein, qui ont démarré aussitôt après le dépôt des cahiers. Donc, à l'échelle d'un département, il y a moyen de tout lire. Ça, franchement, c'est faisable. C'est faisable même en un temps relativement court. C'est vraiment faisable. Bon, dans les endroits très urbanisés, dans les grandes villes, c'est plus long parce que par rapport aux statistiques que je vous donne, une commune urbaine équivaut à une commune rurale, mais sauf que dans les communes urbaines, il y a eu quand même beaucoup plus de contributions dans les... Donc voilà, quand on a un département très urbanisé, bon, c'est beaucoup plus long que pour la Lozère ou la Creuse. Ça, c'est indiscutable. La progression. Alors, la progression... ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en quelque sorte une contamination par le grand débat national des cahiers. Les premiers cahiers sont plus universels que les suivants, parce que les suivants, ils ont tendance à s'inscrire dans les 4 questions qui étaient posées dans le grand débat national. Donc, transition écologique, fiscalité, démocratie et donc organisation de l'État et des services publics. Donc on sent que voilà, il se coule un petit peu dans le moule qui a été suggéré par le grand débat. Je pense que donc il y a sans doute des thématiques beaucoup plus variées au début et que ça se resserre un peu dans un deuxième temps. Mais au point de vue spontanéité et liberté de parole, je vois pas de différence. Hein. Les gens c'est d'ailleurs étonnant que les contributions qui sont signées et sont souvent vraiment bien, on peut vraiment trouver facilement de qui il s'agit. Je suis madame Untel, habitant rue à telle adresse, j'ai telle profession, j'ai 2 enfants, etc. Bon, il y a des contributions où c'est tout de la personne et qui sont très virulentes quand même. Et donc, les gens n'ont pas hésité à vraiment exprimer ce qu'ils ressentaient. Et d'ailleurs aussi à interpeller Pierre ou Paul. Hein, parfois, on trouve des choses assez amusantes. Monsieur Macron devrait venir à tel endroit, voir, etc. C'est très haut en couleur.
Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment eu sur un temps qui est quand même court, hein, parce que les premiers cahiers, c'est décembre 2018, et puis ça se termine en avril. Il n'y a pas vraiment eu une dynamique, je ne pense pas. Alors, une crise telle que le Covid et ses répercussions sur l'organisation de la vie, je pense que oui, ça a certainement exacerbé certaines prises de conscience. Est-ce que ça en a vraiment changé le sens? Bon, pour les services publics, je pense que la leçon du Covid, on la connaît. C'est qu'en même temps, il y a eu beaucoup de détresse et un sentiment que oui, les services publics n'y arrivaient plus à suivre. Mais en même temps, il y a eu ce que tout le monde a reconnu, cette capacité de se surpasser, cet esprit de débrouille, qui a été étonnant et qui ont permis cette résilience face à quelque chose qui a été très, très difficile. Et alors pour les femmes, on sait mais on n'est pas étonné qu'elles ont moins contribué que les hommes. Alors ça, c'est pareil, on peut quand même le voir, on peut en avoir une idée un petit peu juste dans l'écriture, parce que souvent, donc, la personne écrit très personnellement, et donc si on a un « et » ou vous voyez, ce genre de mots, on peut voir qu'il s'agit d'une femme. Mais bon, elles sont quand même moins nombreuses visiblement que les hommes. Président. Oui, moi, d'abord, pour remercier Madame pour la qualité de votre travail. Et je souhaiterais donc donner un peu mon sentiment. J'ai l'impression que ces cahiers de doléances représentent un cri. C'est-à-dire un cri d'où que l'on parle, un cri, quelque part un ras-le-bol, une manière de dire, bon, maintenant ça suffit, on a envie d'autre chose. Mais en fait, je pense que derrière ces cris, il y a différentes pensées structurées là derrière. C'est pas uniquement, ça génère pas telle ou telle chose. Je dis ça pourquoi? Quand vous évoquez les services publics, bon, vous avez la Poste qui, en termes de couverture, donc hexagonale, donc a le maximum de points de contact. Il n'y a personne qui n'est isolé, que ce soit dans l'arrière-pays, comme dans la petite cité, la ville moyenne, etc. Donc je pense très sincèrement que les départements que vous avez donc évoqués, en corrélation avec les régions, mais je pense notamment donc au département, puisque moi je suis issue du département de l'Aude, où nous avons été précurseurs en matière de schéma, et on a été le premier schéma d'organisation des services publics sur le territoire. C'était déjà, donc, il y a une bonne quinzaine d'années, je n'étais pas encore sénatrice quand ça s'est passé, à l'initiative d'André Viola, qui a été à un moment président des départements de France. Donc, je pense qu'il y a eu des initiatives, mais qu'à un certain moment donné, personne n'arrive à en voir cette coordination. Et que quelque part, dans la politique, on n'en parle plus de l'aménagement du territoire. Beaucoup disaient à l'époque, c'est le déménagement du territoire et pas l'aménagement. Je crois qu'on a, quelque part, et moi je me mets dedans, au profit de points conjoncturels, on a oublié quand même l'essentiel, qui est le fameux accès au service public, qui est, vous parliez, madame, pour les départements, de tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le social, le poids du social, de l'aide, etc. Mais avant tout, c'était les routes, les départements. Et il y a eu des désenclavements routiers qui ont permis à certains départements donc, de l'Hexagone et même à l'outre-mer de pouvoir désenclaver certains secteurs. Je crois que si on n'arrive pas à désenclaver aussi notre manière d'aborder les choses, parce qu'on est tous prisonniers de certains schémas, je crois qu'on n'y arrivera pas. Et qu'il y a cette fracture, vous l'avez évoqué, du numérique.
Mais à un moment, c'est pas que la fracture du numérique, c'est le fait que, ici on parle, on est des anciens élus, nous sommes des anciens élus locaux, tous. Bon, ben à un moment, on ne pouvait pas communiquer. Les zones grises, les zones blanches, etc., on ne pouvait absolument pas avoir l'accès donc, à la couverture donc, numérique. On ne pouvait pas certaines choses. Et les départements et les communes ont su mettre, lorsque ça a été possible, les tablettes au profit du maximum de population et des populations qui, de par donc, un accès aussi au savoir, on parle pas, mais aussi l'accès au savoir et donc la montée des illectrismes. On ne parle pas beaucoup, on parle de l'électro. L'électronisme. Voilà, l'électronisme, excusez-moi. Mais c'est une forme d'illetrisme quelque part où on n'arrive pas à fixer certaines choses. Donc moi, je voulais vraiment vous remercier parce que ça nous met au cœur du sujet. Mais je pense que le cahier de doléances sur lesquels vous vous êtes énormément penché, à mon sens, vraiment, il faut le voir comme un cri, et je ne le mettrai pas, comme vous l'avez fait fort justement, en relation directe avec les Gilets jaunes. C'était autre chose, les Gilets jaunes pour moi. C'était une autre revendication politico-économico-sociale qui n'a rien à voir avec les cahiers de doléances, à mon sens. Eh bien, je vous remercie pour ces commentaires. Vous soulignez que c'est un cri, ces cahiers de doléances. Et donc, j'ai apporté, je peux peut-être le faire circuler si vous le souhaitez, j'ai apporté un numéro de la revue Sciences Humaines qui est consacré au cahier. C'est le numéro de ce mois-ci que je peux faire circuler. Je ne peux pas vous le laisser parce que j'en ai qu'un exemplaire, mais... Et donc, dans l'article que j'ai produit pour ce numéro, j'ai intitulé un sous-paragraphe « Le cri des campagnes ». Alors, ça me fait vraiment plaisir que vous utilisiez ce terme. Ce que je dirais, c'est que, encore une fois, je pense que pour les usagers, il y a quelque chose toujours d'une comparaison. Le jour où on voit que son bureau de poste, où on est allé tous les jours pendant des années, et quand on est une vieille personne pendant des dizaines d'années, ferme, symboliquement, c'est quelque chose de difficile à vivre parce qu'on allait au bureau de poste, bien sûr parce qu'on écrivait beaucoup plus de lettres sur du papier à l'époque, mais on y allait aussi pour papoter, pour échanger les nouvelles, faire un tour. Bon. Et donc, je pense que c'est quand je dis que les usagers vivent difficilement tout un tas de transitions qui leur imposent des changements, et les gens n'aiment pas forcément changer. Ils aiment bien leurs habitudes et tout ça. Donc ça, c'est tout à fait sensible. Même si, évidemment, il y a une antenne postale accessible. Oui. Parce que bien souvent, les postes, elles se sont maintenues par volonté politique, oui. Et pas par le fait que, économiquement, bien sûr. Ça ne marchait pas. Parce que vous avez parlé de la désertification. Oui. Et à un certain moment donné, oui, et c'est pas faute d'avoir renouvelé leur mission. Enfin, moi-même, pour une personne de ma famille, j'ai eu recours à la Poste comme une personne âgée pour veiller, passer, je sais plus, c'était 3 fois par semaine ou je sais pas quoi, voir si tout allait bien. Donc, ils ont vraiment diversifié leur service. Oui, juste une remarque, parce que dans la sémantique, on parle de cahier de doléances. Oui. Et il me semble que tout à l'heure, vous avez parlé aussi de cahier de citoyens. Oui. Et quelque part, un cahier de citoyen est plus positif qu'un cahier de doléances. Enfin, si on prend la sémantique, oui. À quel moment j'ai lu des choses là-dessus, mais ça, je peux vous confirmer que les cahiers étaient les cahiers citoyens dans l'opération Mairie ouverte, c'était les cahiers citoyens. Ça allait rester un moment, et puis je ne sais pas quand est-ce que ça basculait pour être appelé cahier de doléances. Mais vous avez raison. Moi, je trouve que c'est... parler de cahier citoyen, c'est beaucoup plus positif, ouvert sur un avenir. Enfin, je veux dire aussi...
cahier de doléances, et puis en plus, ça rappelle... C'est un héritage. Pardon? C'est un héritage. Oui, oui, oui. Moi, j'avais 2 petites questions. Est-ce que, d'une part, vous pensez que... est-ce qu'il existe dans ces cahiers des éléments qui permettent de conjuguer la nécessité de faire des économies aujourd'hui et donc de réduire les dépenses de personnel et puis de concilier avec cette volonté des habitants d'avoir plus de présence humaine? C'est ce que vous avez relevé. On voit que c'est compliqué de mettre en face cette volonté de nos concitoyens et la nécessité de faire des économies. Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'avoir des solutions dans les cahiers? Je ne suis pas sûr. Et puis, la deuxième question, c'était est-ce que vous pensez que ces cahiers renferment des éléments qui permettraient de reconstruire une administration, puisque c'est l'objet de cette mission d'information, de reconstruire une administration qui permette un meilleur accès de nos concitoyens à celle-ci? Alors, je crois que encore une fois, les personnes ont assez bien compris l'utilité d'une agrégation des services en un même point, de la mutualisation et de la nécessité, par ce moyen, donc, de réduire les dépenses publiques, et ça produit aussi une commodité d'accès, parce que c'est vrai que c'est plus simple d'aller au même endroit pour faire plusieurs démarches qui étaient auparavant forcément disjointes. Mais bon, je pense qu'il y a dans le fonctionnement, il y a quand même des améliorations évidemment coûteuses à envisager pour que il y a vraiment des endroits, je pense, où l'ouverture de ces pôles n'est pas suffisante. Je pense que si, par exemple, pour des gens qui travaillent toute la semaine, bon, si le créneau d'ouverture est incompatible avec leur travail, ça doit très vite renforcer le sentiment que bon, ils sont maltraités. Ça, je pense qu'il faut quand même accepter le principe que si on veut éviter que ce sentiment de relégation, d'abandon monte en puissance, il faut quand même mettre des moyens, peut-être temporairement, mais au moins pour que la transition soit plus douce. Avec les générations qui changent, je pense qu'on va avoir affaire à des gens plus accoutumés, donc qu'il y aura moins de difficultés. Mais il y a une autre chose qui est sensible aussi, c'est le fait que dans ces cahiers, les gens disent oui, on comprend bien qu'on veut économiser sur les dépenses publiques, mais qui est pénalisé? C'est toujours les mêmes. Sous-entendu, c'est toujours... alors, c'est toujours les plus pauvres, les ruraux, etc. Bon, les gens extrapolent à partir de leur situation que c'est eux les plus pénalisés. Mais ça, c'est un discours qui est un peu récurrent. Je vous en prie, ça a été un moment très intéressant pour moi aussi. Merci, c'est très Je vous invite, si vous avez le temps, à aller jeter un coup d'œil parce que c'est quand même c'est très émouvant.